サルキスさん、というアーティスト、2009年からですね、別府には関わっていただいております。今回、別府に作品が設置されるということになりまして、今日このオンライントーク、イベントを開催したいと思います。なるべく多くの方々にですね、サルキスさんというアーティストはどういう考え方でどういう作品を作っているか、お伝えしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。サルキさん、おはようございます。Oui, bonjour, bonjour, Julien. 今回このような機会をいただきまして大変嬉しく思います。ありがとうございます。Oui, moi aussi, beaucoup. 今日はですね、サルキさんがまずなぜそのアーティストになったのか、そこからお話を伺いたいと思います。Comme vous dites, je suis né à Istanbul le 26 septembre 1938. Donc d'ici 10 jours, j'aurai mon anniversaire. Et je suis né d'une famille arménienne d'Istanbul. Euh, Mon père était boucher et au début, j'ai étudié dans une, dans une école arménienne et ensuite au lycée dans un collège français. Et, et ma famille euh, n'était pas du tout intellectuelle. Il y avait peu de livres à la maison. Donc, euh, c'est en fin de compte, je suis j'ai touché à l'art presque par un hasard, n'est-ce pas? Par un hasard. Euh, les, les samedis après-midi, euh, après l'école, le collège, à ce moment j'avais 14-15 ans et, 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 je venais aider mon père qui était donc qui était boucher et la famille, donc il y avait beaucoup de travail à faire et la famille venait l'aider et moi je l'aidais en faisant les paquets de viande quoi. Hein, donc, je devais avoir 14-15, oui, dans ces zones-là. Et, euh, et un jour, en faisant le paquet, j'ai vu une image euh, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette image? C'était l'image c'était une petite photo. C'était une, un enfant, on dirait un enfant qui criait, n'est-ce pas? Qui criait. Alors, j'ai coupé, j'ai déchiré cette image. Si, j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'était cette image. Donc, j'ai montré cette image à un jeune universitaire, donc qui avait beaucoup plus de connaissances que moi. Et il a dit que c'était une peinture. C'était une peinture. À vrai dire, je ne sais même pas qu'est-ce que c'était une peinture. Donc, et, euh, et il m'a parlé, il m'a dit que c'était un artiste euh, qui avait fait ça. Et après, j'étais tellement frappé par cette image que j'ai voulu faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est comme... et ce jeune homme m'a donné quelques tubes de peinture, des pinceaux, et je ne savais rien, quoi. Donc, j'ai badigeonné des choses un peu. Bon. À vrai dire, ça c'est le début, quoi. Ça c'est le début. Donc,
Et, et après, c'est que quand, à la fin du collège, et j'avais commencé à 17 ans à faire quelques peintures. Je ne sais pas si c'est bien ou non, donc en fin de compte, et j'avais commencé à regarder les reproductions des livres des artistes, donc j'allais à la bibliothèque, mais je commençais vraiment à m'intéresser, beaucoup, de plus en plus, et c'est là où j'ai rencontré des images de Van Gogh et aussi certaines images que je n'ai pas pu savoir qu'est-ce que c'était. Par exemple, c'était euh, des images de la cave d'Agenta. Agenta, c'est après j'ai su que c'était les cavernes en Inde et près de Ahmedabad en Inde. C'était des peintures euh, du de, de 1er jusqu'à 6e siècle de notre ère, donc très ancienne. Et moi, je croyais que c'était des peintures actuelles. Donc, parce que je voyais des figures de femmes, d'hommes mélangées, et il y avait même certain érotisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, par exemple, des figures avec des femmes avec 3-4 scènes et qui m'avaient beaucoup attiré, n'est-ce pas? Donc, mais je ne savais pas que c'était des choses très anciennes. Donc, vous savez, c'est que ce que je vous raconte, c'est mon côté très ouvert à tous les arts du monde entier, n'est-ce pas? Parce que j'étais ici à Istanbul, arménienne, et que j'ai été très surpris et attiré par la peinture de Edvard Munch, le Cri, qui est norvégienne, et aussi j'étais très attiré par ces peintures de cavernes en Inde, Ajanta, qui est indienne, et aussi Van Gogh, qui est hollandais. Et donc, mais effectivement, je n'étais pas conscient de tout ça. C'est après que je suis devenu effectivement très conscient, très conscient. Et, et ensuite, lorsque j'ai terminé euh, le lycée, euh, je me suis dirigé vers l'Académie des Beaux-Arts et ma famille ne voulait pas ça parce que c'était pour eux, c'était incompréhensible qu'on puisse mener une vie en faisant des peintures, tout ça. D'ailleurs, mon père n'était pas très pour ça. Donc, j'étais à l'Académie des Beaux-Arts, mais j'étais aussi très attiré par les espaces architecturaux. Très. Donc, je me suis inscrit à l'Académie des Beaux-Arts comme architecte intérieur et pendant 3 ans, j'ai étudié ça. Mais en même temps, à la maison, je faisais des peintures avec la gouache. Et lorsque j'ai terminé l'académie, 1960, j'ai voulu faire une exposition avec mes gouaches. Donc, c'est avec mes propres moyens, j'ai trouvé un lieu et j'ai imprimé une carte d'invitation et c'est avec mes propres moyens, j'ai montré, je crois, une vingtaine de gouaches. C'est la peinture à l'eau, vous savez, la gouache. Et à l'âge de 22 ans, j'ai fait ma première exposition et ça a commencé comme ça.
Et maintenant, j'ai fait 600 expositions dans ma vie, hein, 600. Et, et, euh, et ça continue. Voilà. Voilà, je vous laisse. ありがとうございます。サルキスさんの作品、この最近出たカタログ、中見ても大変素晴らしい、作品が多い。で、その作品をいろいろ見ていくと、繰り返し使われているモチーフがあることに気がつきます。もちろん、光とか色ということも、とても意味があるんだろうなというふうに感じます。そして、その作品からすごく僕は詩的なことを感じていきます。少しですね、作品の内容について、教えていただきたいです。例えば、天使、もしくは天使の羽が作品のモチーフとしてたくさん出ているものがあります。そのようなですね、その象徴的な、モチーフを使われる、そこにはどのような意図があるんでしょうか？C'est vrai que et lorsque je regarde mon travail depuis 60 ans, je vois des époques, je vois des époques, et aussi je me rends compte que j'ai utilisé beaucoup de matériaux différents euh, et beaucoup de formes différentes. Euh, et aussi, j'ai créé beaucoup de langages. J'ai créé. Il y a quelque chose qui sort lorsque je regarde mon travail. Par exemple, chez beaucoup d'artistes, il y a une image reconnaissable, n'est-ce pas? Par exemple, on regarde, on dit ah oui, c'est lui. Tandis que chez moi, il y a une difficulté parce que je n'ai jamais voulu avoir une image de marque. Il y a beaucoup d'images qu'il faut, il y a beaucoup d'œuvres, c'est-à-dire pour comprendre, pour sentir que c'est mon travail, il faut pouvoir les lire, n'est-ce pas? C'est comme un livre. Il faut lire ça en disant, il a la pensée, il faut aller vers la pensée. C'est à ce moment-là, on dit, ah oui, c'est une œuvre de Sarkis. C'est-à-dire, c'est pas la ressemblance des matériaux, c'est pas la ressemblance des formes qui définit mon travail. Donc, par exemple, dans les années 60 jusqu'à 64, j'ai utilisé la gouache. Après, lorsque je suis venu à Paris, petit à petit, ce sont les collages qui ont commencé de matériaux, aussi des collages que je découpais des journaux, je faisais des collages. Petit à petit, il y a, j'ai senti que je voulais aller vers quelque chose qu'on sentait l'énergie dans l'œuvre. Et à ce moment-là, je commençais à toucher certains matériaux qui ont leur propre énergie, par exemple, comme la lumière, comme l'eau, water, comme du goudron, asphalte, goudron. Et aussi, il a le mélange de ces matériaux qui étaient des objets en 3 dimensions, en 4 dimensions, parce qu'il y avait aussi le son. Et vers les années fin 60, j'ai commencé à créer des installations, c'est-à-dire des travaux dans l'espace même. C'est pas.
Et aussi, effectivement, je n'avais pas un grand atelier à ce moment-là et je faisais des petites choses qui se mettaient ensemble, qui devenaient des grandes œuvres parce que je n'avais pas un grand atelier. Et aussi, j'allais vers les espaces abandonnés, c'est-à-dire je découvrais des espaces et je faisais des œuvres dans ces espaces-là. Ça, on est maintenant dans les années 1870 avec des matériaux assez durs, très peu de couleurs, mais toujours les œuvres étaient créées pour un espace, dans un espace. Donc, c'est le lien entre l'architecture et aussi l'objet. ありがとうございます。例えば、磁気テープ、あとフィルムですよね。そういう記録されたフィルムを使って彫刻を作ったり、あとは家が、モチーフの作品があったり、何かその記憶とか、記録ということに対して、すごく、テーマにして作品を作られている時もやっぱ感じていて、で、それらがやっぱり置かれている場所のことを考えると、その場所の記憶とか、歴史っていうこととすごくリンクしているように、とても強く感じました。Et je parle en permanence dans ce monde avec toutes les cultures, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'invite, par exemple, j'avais fait une exposition euh, en 2012, donc il y a 10 ans, à Genève. Euh, le, le curateur de mon exposition, d'habitude c'est moi qui fais toutes mes expositions, mais une fois j'ai donné à quelqu'un de faire une exposition très 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 complexe que lui il voulait faire. Donc j'ai laissé dans ma vie à une personne de faire une exposition. Le reste c'est moi qui fais. Alors l'idée de cette exposition était on ne peut pas faire de rétrospective avec mon travail. C'est impossible parce que euh, mon travail n'est pas linéaire. C'est-à-dire, il n'est pas linéaire. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Et après, de nouveau, ça revient en arrière, un flashback. Et après, il y a la mémoire de cette exposition qui vient aujourd'hui. Il y a d'autres formes qui naissent. Et on a dit, mais Sarkis, tu as touché à des cinéastes, à des écrivains, à des philosophes, à des artistes, à des musiciens, à des architectes, et avec plein de gens, et que tu as produit des œuvres comme une conversation avec ces gens-là. L'architecte américain Louis Kahn, par exemple, c'est que et, et aussi j'ai beaucoup étudié Walter Benjamin, le philosophe allemand. Et comme cinéaste, j'ai beaucoup travaillé sur les films de Tarkovsky, Parajanov, et, et, et par exemple, j'aime énormément Mizoguchi, Naruse, et Ozu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai des contacts avec tout ça. Je me suis nourri avec ça. Et aussi, j'ai fait à peu près 200 films, 200 petits films. Et donc, j'ai fait peut-être 250 petites icônes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce sont des choses toutes différentes, mais qui ont un passé. Ils ont tous un passé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je touche des choses qui ont existé dans l'histoire de l'humanité, dans la mémoire de l'humanité, et aussi il y a il y a beaucoup d'artistes et de penseurs qui ont créé des choses, n'est-ce pas? Hein? C'est-à-dire, c'était tous des amis, n'est-ce pas? Par exemple, parfois je touchais un artiste du XIVe siècle, et parfois je touchais un artiste du IVe siècle, parfois je touchais une architecture du 7e siècle, n'est-ce pas? Et
Donc, c'est comme ça, quoi. Comme ça. Mon travail touche énormément le monde entier, n'est-ce pas? C'est que d'ailleurs, mon atelier c'est comme un lieu de trésor, que j'ai ramassé du monde entier et le tout prend une forme, n'est-ce pas? C'est une forme ouverte qui respire et, et je crée avec tout ça. Je sais qu'il y a une question qui n'était pas claire. Ça, je veux revenir. Par exemple, comment quelque chose qui entre dans mon travail. Par exemple, on fait le projet à Beppu avec les ailes de l'ange, n'est-ce pas? Hein? Et comment, par exemple, cette idée de l'ange est arrivée dans mon travail. Dans le livre, vous allez voir, il y a une reproduction. Dans un espace, il y a une sorte d'aquarelle au fond qui a un ange dessiné par moi, mais j'avais vu une petite sculpture comme ça, à peu près, en céramique. C'était une céramique de Guatemala, et qui était mais il avait un casque, c'est-à-dire une casque de guerrier, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit, mais un ange qui a un casque guerrier, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça peut être? C'est très ancien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est peut-être 2000 ans, n'est-ce pas, ancien. Cette sculpture, c'était un sifflet. Un sifflet. J'ai dit, mais ce sifflet, cet ange avec le casque, avec le sifflet, sûrement c'était pour faire arrêter la guerre, n'est-ce pas? Et cette histoire des anges a commencé avec ça. Et j'ai fait une exposition à Istanbul en 1989 avec une seule œuvre où on a encadré mon aquarelle et les ailes, il y avait mes empreintes dessus, mes empreintes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mes empreintes dessus. Sur une aile, il y avait mes empreintes en rouge, couleur rouge, et sur l'autre, mes empreintes couleur verte. Les couleurs verte et rouge, c'est deux couleurs complémentaires, mais l'une est chaude, l'autre est froide. Donc, il y a une attirance en même temps, quelque chose qui les repousse en même temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est toujours vivant. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, lorsque on a montré ça dans une galerie, les gens étaient invités de mettre leurs empreintes rouges et vertes sur le vitre, sur les ailes que j'avais dessinées. Donc, le soir, il y avait plein d'empreintes sur mon œuvre laissées par les visiteurs. Le soir, la galerie nettoyée et le lendemain, de nouveau, ça commençait. Donc, c'est presque une cérémonie, n'est-ce pas? Hein? Il y a un respect à l'œuvre et aussi il faut travailler avec l'œuvre. Mais je dois quand même ajouter quelque chose. Cet ange, n'est-ce pas, que j'ai dessiné en 89 avec le chiffre comme le sifflet, ça n'a rien de religieux, n'est-ce pas? C'est-à-dire là, il y a une ambiguïté parfois qui peut créer mon travail. Je ne suis pas religieux, mais j'aime beaucoup les lieux, l'architecture sacrée, comme
certains monastères, mais uniquement des architectures, vraiment des vraies architectures, n'est-ce pas? Et aussi certaines, et, j'ai travaillé sur les ruines des églises, des monastères arméniennes, et j'ai fait quelques œuvres dessus. C'est-à-dire, en fin de compte, ce qui m'intéresse, c'est ces lieux qui sont des lieux extraordinaires de façon architecture, au niveau de sonorité, au niveau d'acoustique, n'est-ce pas? Et aussi en même temps, et chaque lieu, chaque grande architecture a sa propre sonorité et aussi son propre silence, n'est-ce pas? Euh, et là, effectivement, je suis très attiré. Euh, Comme je dis, je ne suis pas religieux, mais je suis très attiré par ces chefs-d'œuvre que l'humanité a produits. Euh, Malheureusement, j'ai pu visiter très peu le monastère lorsque j'étais au Japon. Mais en Inde, j'ai beaucoup visité. Même j'ai visité des architectures contemporaines faites. Par exemple, Le Corbusier a beaucoup travaillé en Inde. Louis Kahn a beaucoup travaillé en Inde. Ils ont fait des chefs-d'œuvre, n'est-ce pas, en Inde. Et je suis très intéressé. Et aussi, par exemple, il y a 2-3 ans, ils m'ont invité à Toulouse. Donc, dans le livre, il y a des images de ça, de faire un travail artistique pour une exposition qui allait durer un mois, mais j'ai fait une œuvre, mais ils n'ont pas pu arracher l'œuvre après. Donc, ils ont gardé 1 an, 2 ans. Après, ils ont décidé de l'acquérir, cette œuvre. Et depuis maintenant 3-4 ans, cette œuvre est là-bas. C'est comme s'il était là-bas depuis des siècles, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je ne fais pas des expositions comme par exemple, je ne vais jamais dans les foires. Bon, ma galerie amène des œuvres dans les foires, mais je ne vais jamais dans les foires d'art. Et, et aussi les expositions comme ça, uniquement pour les collectionneurs, ça ne m'intéresse pas. Parce que chacune de mes expositions a quelque chose à raconter, a un passé, a une mémoire. Et je crée avec tout ça. C'est pour ça que il y a certains éléments comme la croix, par exemple, ça, qui devient. Mais si vous regardez bien ces croix, ils sont comme ça, regardez. Ça, 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 ça. Et c'est comme il respirait, n'est-ce pas? Ce n'est pas très loin, lorsque vous regardez les œuvres de Lisinski ou Malevich, n'est-ce pas? Et ce ne sont pas des croix, ce sont des éléments euh, euh, en mouvement, et qui créent un espace, n'est-ce pas? Effectivement, Malevich a dû puiser effectivement de la religion, mais ce ne sont pas des œuvres religieuses, mais ils sont devenus presque comme des icônes, n'est-ce pas? Hein? Et lorsque je dis icône, c'est qu'il y a une relation entre l'œuvre et le personnage qui regarde, n'est-ce pas? Il y a un contact direct, n'est-ce pas, entre les deux, très puissant, n'est-ce pas? Et mon travail est assez proche à ça. Entre 1980 et 1990, j'ai été invité à monter dans une école d'art, et décoratif, un espace de art department, un art department, et
Donc, j'ai créé un lieu dans cette école complètement ouverte à toutes les disciplines, euh, et tout le monde pouvait utiliser la technique qu'il voulait. Donc, et dans cette école n'existait pas un atelier comme ça, ouvert aussi aux pensées. Donc, j'ai amené mes étudiants dans les musées contemporains pour des discussions et aussi dans des lieux où il y a des chefs-d'œuvre de l'ancienne. Euh, euh, Par exemple, à Colmar, il y a un musée Unterlinden avec l'œuvre de Matthias Grunewald, c'est 1515. Et donc, j'ai amené dans ces lieux anciens et aussi dans des lieux très contemporains. Et là, j'essayais d'ouvrir le monde. Et ensuite, entre 90 et 95, on a monté à Paris un institut de discussion avec le premier directeur du centre Pompidou qui était Pontus Hulten, donc pendant 5-6 ans. Et on a invité une vingtaine de jeunes artistes du monde entier pour venir discuter dans cet institut. Donc, il y a eu des Japonais, des Américains, des Chinois, des Indiens, des Français. Donc, et il y avait sur 20 personnes, il y avait toujours 10 ou 11 filles et 8 ou 9 garçons. Donc, on faisait aussi très attention à ça pour que les filles soient un peu plus. Et on discutait pendant 8-9 heures dans la journée. Et c'est pendant 6 mois, 3 fois par semaine. Donc, il y avait des discussions. Aussi, en grande partie, j'ai dirigé cet endroit. Et après, j'ai monté une école mobile de discussion. Donc, j'avais aussi, à un moment, les enfants sont entrés dans mon travail. Bon, j'étais toujours avec des grands, n'est-ce pas, entre 18 et 30 ans. Mais après, à un moment, dans les années 2000 exactement, j'ai eu une idée de travailler avec des très jeunes, entre 6 et 11 ans. Et j'ai conçu cette idée d'aquarelle dans l'eau, des ateliers pour les enfants. Je suis venu à Beppu 2 fois. C'est d'abord pour connaître la ville et deuxièmement, les personnes qui voulaient organiser ça, aussi leurs idées, n'est-ce pas? C'était pourquoi ils voulaient faire ça. Et surtout pour créer une idée. Qu'est-ce que ça m'intéressait, n'est-ce pas? Effectivement, je suis venu avec un bagage culturel et d'expérience. Mais il y a, comme je vous ai dit, il y a certains lieux sacrés, il y a certains lieux sacrés qui sont presque abandonnés. Donc, il n'y a plus de cérémonie. Et aussi, donc, vous allez comprendre tout de suite. Cet endroit que j'ai choisi dans Beppu, ce petit temple, n'est-ce pas? C'est un petit temple ouvert. Il n'y a pas de mur, c'est ouvert. C'est dans un quartier très populaire. Et pendant la journée, il n'y a pas beaucoup de fréquentation. Mais quand la nuit commence à tomber, vers 6 heures, 7 heures dans ces zones-là, la lumière des néons de ce quartier commence à s'allumer. Et j'ai vu qu'à 20 ou 30 mètres de cette petite
temple, il y avait un lieu qui était fréquenté, qui avait cet endroit, cette rue avait sa vie nocturne, n'est-ce pas? Mais qui n'avait absolument rien à voir avec le lieu du temple. Euh, je ne peux pas utiliser certaines expressions, je ne sais pas si c'est juste ou non, mais il y avait un contraste que je sentais, n'est-ce pas? Un contraste de vie. Ça m'a rappelé, ça c'est maintenant, vous allez comprendre comment je réfléchis, n'est-ce pas? Réfléchis. Si vous regardez la peinture 16e, 17e hollandaise, et il y a dans certaines peintures, vous voyez que la vie extérieure entrait dans les églises. Par exemple, il y avait des mendiants qui entraient. Il y avait des enfants qui jouaient avec leurs chiennes. On voyait que la vie extérieure entrait dedans. Tout d'un coup, c'est à ça que j'ai pensé. Bon, ce n'est pas une peinture, c'est une rue où il y a un temple. Et là, j'ai voulu faire un travail où j'ai invité une cérémonie, mais ouverte à la respiration, mais en même temps, je disais, si les gens, la nuit, qui viennent pour certaines raisons dans ce quartier, ils peuvent aussi venir voir la nuit, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'était les deux ensemble. C'est là où est née cette œuvre, et aussi, il y a mes anges qui ont commencé à travailler là-bas. En fin de compte, et j'aime pas dire mes assistants, c'était tout d'un coup, il y avait une dizaine, quinzaine de jeunes qui étaient très enthousiastes des projets, et j'ai dit ce sont mes anges, n'est-ce pas? J'ai pas dit mes assistants. C'est très joli de dire des anges, n'est-ce pas? C'est pas les anges d'en haut, c'est les anges, vous, derrière. C'est comme ça. Oui, non, mais c'est de nouveau, je fais ça, n'est-ce pas? 少し最後に具体的な質問をしていきたいのですが、この、表紙、カタログの表紙、これコンクリートですかね、床、そこのひびが入っている。そこにこれ日本で金継ぎというんですけども、そうやって、分断された、その、床をつなげている。なんか、この作品を、この、カタログの表紙を見たときに、バラバラになった何かを、こうやってつなげていく、希望をつなげていくということなのか、そのように僕は感じました。この作品、サルギスさんはどういう思いで作られたんでしょうか？Il y a dans la philosophie de mon travail, il y a beaucoup de la réparation, n'est-ce pas? Réparer l'histoire, n'est-ce pas? Et, non, mais si on avait beaucoup de temps, on pouvait encore beaucoup parler, mais c'est dire que je sauve, c'est que je trouve et j'achète beaucoup d'objets qui sont utilisés, abandonnés, jetés, et, je fais des œuvres avec ça. Donc, c'est pour éventuellement les sauver, et il y a des collectionneurs qui achètent et qui montent ça
comme décoratif, n'est-ce pas? Il n'y a rien de décoratif dans mon travail. Il n'y a rien. Mais comment je peux faire donner la vie à ces objets? Donc, il y a de remettre en la vie, n'est-ce pas? C'est aussi, c'est avec, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette technique de Kintsugi, qui est 16e ou 17e. C'est avant, euh, quand il y avait un pot qui était cassé, euh, ils essayaient de réparer ça, de restaurer ça, euh, sans montrer que c'était cassé, n'est-ce pas? C'était, donc, mais avec cette technique de Kintsugi, ils ont, euh, ils, ils montrent que même la cassure, si les morceaux sont mis ensemble, n'est-ce pas, ça peut être beau aussi. Donc, il termine avec de l'or. Cette mise ensemble, effectivement, ça devient magnifiquement beau. C'est-à-dire que la restauration, avant, on le cachait, et avec la technique de Kintsugi, c'est on élève à une situation encore peut-être plus belle, n'est-ce pas? Parce que on a insufflé une belle vie à ça, une belle vie. C'est pour ça que ça m'intéresse, cette histoire de Kintsugi. D'ailleurs, lorsque je fais vivre un élément, par exemple les ailes, c'est presque comme un Kintsugi pour moi, parce que on donne la vie et que les, les ailes commencent à respirer et aussi commencent à respirer d'une façon qui n'a jamais respiré, avec des couleurs d'arc-en-ciel, n'est-ce pas? C'est presque un miracle, quoi. Hein? On peut dire que c'est une œuvre qui est un kintsugi, n'est-ce pas? Mais c'est pas avec l'or, avec, on ne pense pas visuellement que c'est un kintsugi, mais quand on réfléchit, on dit, mais et les ailes, on connaît, la lumière, on connaît, mais tout d'un coup, une lumière avec des couleurs d'arc-en-ciel, que la nuit, non, mais pour moi, c'est comme une réparation, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est comme un kintsugi. サルキスさんの作品を、僕は、今回の別府の作品も、これまでの作品も、やっぱりその場所とか、過去の歴史とか、いろんなことに関わりながら、その場所の、なんていうかな、が生き生きと、またその場所にかかる人が生き生きと動き出すようなことも感じているし、何よりも未来に対しての絶対的なポジティブな希望というのをすごく強く感じて、もう大変、感銘を受けました。Je peux dire que je suis très heureux euh, euh, que vous ayez pensé à moi. Et on a créé ensemble avec, avec Junior et vous, avec une œuvre très, très libre, quoi, très libre. Et je crois que notre monde a, a vraiment besoin en ce moment, vraiment. Parce que chaque jour, on ne sait pas où va notre monde, n'est-ce pas? Et il faut créer des zones, des zones de liberté, de pensée et de beauté, n'est-ce pas? Ça, euh, il faut vraiment qu'on pense, vraiment, vraiment. Oui. Surtout, bon, aussi je pense beaucoup effectivement à la jeunesse, aux enfants, tout ça. Et non, merci, hein. Merci, merci. サルキスさん、メルシーボーク、ありがとうございました。Merci aussi à vous, Julia.